Hello, moi c'est Lisa, et bienvenue sur Le Corps a ses raisons, le podcast qui raconte le parcours de personnes atteintes de maladies diverses, souvent rares et méconnues. Tous les mois, j'accueille une nouvelle personne pour nous parler de son parcours avec la maladie. Des premiers symptômes au diagnostic, jusqu'au traitement, et les changements de vie que cela implique, je les invite à se dévoiler avec sincérité et sans tabou, afin d'ouvrir la parole sur des thématiques de santé parfois difficiles. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Le Corps a ses raisons. Dans ce nouvel épisode du podcast Le Corps a ses raisons, j'accueille Julie, une warrior atteinte d'une maladie de Crohn sévère depuis 20 ans. Après avoir testé tous les traitements possibles et avoir été multi-opérée, elle vit avec une stomie définitive qui lui a sauvé la vie. Elle nous raconte aujourd'hui son histoire avec cette maladie chronique qui ne lui enlève rien de sa positive attitude. Bonjour Julie. Bonjour. Merci de participer au podcast avec moi. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la maladie de Crohn, qui est un épisode important pour moi, qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est aussi la maladie dont je suis atteinte. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, nous dire qui tu es, te présenter ? Moi, Julie, donc j'ai 35 ans, je vis dans les Landes et donc je suis atteinte de la maladie de Crohn maintenant depuis 20 ans. Donc ça a été diagnostiqué à l'âge de 16 ans et aujourd'hui ça va beaucoup mieux pour moi parce que j'ai une stomie définitive maintenant. Mais j'ai eu un parcours très très compliqué parce que c'est un Crohn très sévère et donc je souhaitais partager donc mon expérience, essayer d'apporter peut-être quelques infos supplémentaires. Donc je te remercie pour cette petite interview. Merci à toi. C'est vrai que moi, ça fait un moment que je suis un peu ton parcours sur les réseaux sociaux. Étant moi-même du coup malade, c'est vrai que j'aime bien suivre un peu aussi les gens qui en parlent aussi beaucoup parce que ça aide en fait de suivre des gens qui ont la même expérience que nous. Et c'est vrai que le fait que tu sois diagnostiquée depuis 20 ans, c'était intéressant aussi pour moi de découvrir un peu ton parcours par rapport à ça, par rapport à moi qui est diagnostiquée que depuis 5 ans par exemple. Et par rapport à plein de gens qui au final sont peut-être pas du tout diagnostiqués et pourront aussi se retrouver dans ce qu'on va raconter aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de ce que c'est la maladie de Crohn ? Donc déjà, je vais peut-être aussi dire tout de suite, moi le but de ce podcast c'est qu'il n'y ait pas de tabou. Oui. Et la maladie de Crohn, en soi, c'est une maladie qui est parfois un peu tabou, peut-être plus que d'autres, parce que c'est vrai qu'on va peut-être parler de sel, de vomissement, des choses pas très ragoûtantes sur le papier, donc n'aie surtout pas peur de dire dire tout ça aussi, parce que c'est important, ça fait partie du package. C'est ça. Donc c'est une maladie qui touche donc de la bouche à l'anus, pas juste les intestins. Bon, c'est très ciblé sur les intestins quand même. Une maladie inflammatoire qui se manifeste par période. C'est des douleurs qui peuvent être modérées ou très très importantes. Moi, par rapport à mes douleurs, j'avais demandé à mon gastro parce que c'est vrai que j'avais des douleurs très fortes. Si c'était comparable à des contractions, il m'avait dit que c'était pire. Et ça engendre beaucoup de fatigue, des allers-retours aux toilettes. Moi, j'y allais 15-20 fois par jour pour des diarrhées. On se vide constamment. On a beaucoup de mal moi particulièrement, j'avais beaucoup de mal à manger. Je dis moi personnellement parce que il y a aucune Mickey qui sont pareilles pour chaque personne en fait. Et il y en a qui peuvent manger un peu de tout. Moi, j'étais juste sur des pâtes, des viandes blanches. J'ai essayé les légumes, le sans gluten. Et ça marchait pas du tout. Ça engendre donc des dénutritions, pas toujours bien sûr, mais de fortes dénutritions, donc beaucoup de fatigue, d'isolement aussi, parce on ne comprend pas toujours, parce que ça se voit pas. C'est ça aussi on va dire le problème. C'est un avantage, mais c'est un problème aussi. Voilà, les douleurs, la fatigue, puis les douleurs articulaires aussi qui suivent, parce que comme les inflammations peuvent être très très fortes, ça engendre beaucoup de soucis articulaires. Moi, je me suis retrouvée à plus pouvoir marcher aussi, donc des problèmes de peau, pas simple comme maladie. Ouais. Ça commence à être connu, donc ça c'est pas mal. Ouais, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Ouais. Il faut aussi dire que parfois il y a aussi les traitements qui donnent aussi des effets secondaires et qui du coup très fort. Ça aide sur le plan digestif, mais ça provoque parfois d'autres symptômes. Toi, ça fait 20 ans que tu as été diagnostiquée. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire à partir du moment où tu as ressenti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que tu avais besoin en fait de voir un médecin jusqu'au moment où on t'a annoncé vous avez la maladie de Crohn. Alors moi, ça a commencé, déjà depuis toute petite, moi, j'avais des petits soucis de ventre, toujours mal au ventre parce que je suis assez stressée, donc ça retombait toujours sur le ventre, mais pas de
problème particulier. Et à l'âge de 15 ans, ça a commencé à s'accentuer pas mal. Donc j'ai été voir mon médecin traitant, donc il m'a dit: «Bon, c'est une gastro». Donc bon, on a soigné pour la gastro, sauf que la gastro qui dure 2 mois, on avait un petit doute. Donc après, il m'a conseillé, de boire que des jus de fruits, des légumes, de faire attention. Donc je me suis mise à faire ça et c'était de pire en pire. Donc ça a duré 5-6 mois comme ça et jusqu'au moment où il me dit: «Bah, c'est l'appendicite, donc on va t'opérer». Donc j'ai été opérée et le chirurgien, en fait, quand il a ouvert, il a dit: «C'est bon, c'est pas ça». Bon, il l'a quand même enlevé, mais il m'a dit: «On pense que c'est, peut-être la maladie de Crohn». Alors moi, à l'époque, maladie de Crohn, puis on n'était pas du tout, médecins dans ma famille, on laissait un peu traîner, on se dit: «Bon, ça va passer». On découvre, ce nom-là, donc on me dirige, vers un gastro qui me fait une coloscopie et là, le verdict est tombé, donc maladie de Crohn et à l'époque, il m'a dit: «Beh, c'est une maladie qui touche beaucoup les personnes âgées, il y a très peu de jeunes». Donc ça, c'était il y a 20 ans, parce que maintenant, c'est l'inverse. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est plutôt les jeunes, oui, C'est ça. entre 15 ans, 30 ans qui sont diagnostiqués. Mmh. Ouais, c'est vrai que. D'où ça venait, il y avait pas d'explication. Il m'a dit il savait pas. Donc bon, moi, sur le moment, ça a été, plus un grand soulagement parce qu'on me disait tout le temps: «C'est dans ta tête, ça va passer, sois moins stressé», et le fait qu'on mette un nom sur ces mots, ça a été pour moi un soulagement, direct, même si je ne m'attendais pas du tout, à ce qui allait suivre après, par la suite. Mmh. C'est marrant cette, petite anecdote du fait qu'on ait cru que tu avais l'appendicite parce que moi j'ai eu exactement la même chose, quand j'ai été diagnostiquée pareil, j'avais en fait je me retrouve parfaitement dans ton parcours parce que, pareil on m'a dit, «C'est la gastro» et puis au final la gastro qui dure un peu trop longtemps, bon non, 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 il y a un problème et puis, finalement, après, petit à petit j'ai fini par être diagnostiquée mais quand j'ai fait ensuite le parcours des années précédentes, j'avais été hospitalisée en fait, peut-être, 1 an, avant ou oui 1 an avant, à Malte parce que je vivais à Malte à cette période et le médecin m'a dit: «C'est l'appendicite» et donc je suis arrivée à l'hôpital, pour l'appendicite et ce n'était pas du tout ça. Bon, à ce moment-là, j'ai pas forcément été, ça a pas été plus loin, mais du coup, avec le recul, maintenant, on sait que c'était la maladie déjà qui était déjà présente. Du coup, c'est marrant que tu me dises que toi aussi, en plus, toi, on te l'a carrément enlevé, bon, au moins, t'es sûr de pas faire l'appendicite en plus, mais c'est vrai que c'est souvent comme ça, hein, la gastro ou l'appendicite. Après, j'ai eu la chance, on va dire, entre guillemets, que ça a été diagnostiqué en 6-7 mois. Donc ils ont trouvé très rapidement, et dès qu'il a trouvé, je crois que c'était 3 mois après, on m'a opérée pour couper déjà un morceau, d'intestin grêle au niveau de l'iléon et donc c'est là que ça a commencé, cortisone, j'avais on va dire les petits traitements au début, le Pentasa, cortisone qui m'a suivi pendant 10 ans à forte dose, ce qui aujourd'hui me donne de l'ostéoporose, à un sacré niveau donc Et est-ce que tu peux expliquer un peu justement les traitements, en tout cas que tu as subis après le diagnostic? bah, déjà, ça ne se guérit pas, déjà la maladie de Crohn, donc c'est surtout pour éviter les récidives des crises, en fait. En fait, s'il y a plus les poussées, parce que les crises, c'est les moments où on a mal, mais les poussées, c'est vraiment sur des douleurs vraiment sur plusieurs mois. Et moi, j'ai fait tous les traitements qui étaient sortis jusqu'en 2019, jusqu'à mon opération. On reviendra dessus. Moi, j'ai eu, ouais, tout le Rémicade, l'Imurel, l'Antivio. Au début, c'était des cachets. Après, ça a été des piqûres à la maison, le méthotrexate, que j'ai très mal supporté. Bon, moi, j'avoue, pendant 15 ans, j'ai été dans le déni, en fait. Je me disais: «Bon, je peux vivre comme tout le monde», j'étais pas très cachée, donc j'avais du mal à suivre un peu mes traitements et après on a commencé, oui, donc les perfusions. J'allais à Bordeaux puisque mon état était quand même, s'était aggravé parce que moi je suis dans les Landes, à côté de Dax et il fallait que je monte donc à 2 heures de route, à Bordeaux, voir un professeur, qui maintenant me suit toujours et là j'ai fait au début c'était tous les 2 mois une perfusion, donc c'était le Rémicade et là pareil effet secondaire, pas possible, j'ai perdu les 3/4 de mes cheveux parce que ça faisait du psoriasis. Alors je le signalais et on me disait: «Non, non, mais c'est bon, ça soigne aussi le psoriasis». Donc eux, le principal, c'est tant que ça agissait sur le ventre, le reste, non, non, il y a pas de souci. Jusqu'à ce que j'insiste auprès du professeur et du coup on a arrêté. Bah, ça empêche les inflammations, ça réduit, ouais, ça ralentit la maladie, on va dire, ou ça peut complètement l'éteindre aussi, ça dépend des personnes. Mais moi, j'étais résistante à tout. C'est pour ça qu'on a changé, plusieurs fois, où on complétait avec, l'Imurel. Après, j'ai eu l'Humira, donc
Il me semble que c'était en piqûre, ouais. C'est un anti-TNF, c'est une piqûre, ça agit sur le système immunitaire. Oui, voilà, c'est ça, ouais. En fait, la maladie de Crohn, finalement, c'est un peu notre système immunitaire qui s'attaque directement au système digestif, en fait. Ouais. Il fonctionne un peu trop bien et du coup, il s'attaque en fait à notre propre système digestif. Et du coup, ces traitements-là, ça permet d'essayer de réguler ce problème-là Voilà. en réduisant un peu le système immunitaire. C'est ce qu'on appelle des immunosuppresseurs. Oui, donc on doit faire super attention à pas tomber malade parce que ça part tout de suite un petit rhume. Nous, c'est pas le petit rhume sympa, enfin sympa. Ça peut durer plusieurs semaines et nous mettre KO. Et moi, vu que ça fonctionnait pas, bon, on changeait, puis toujours période de 2 mois, puis après on réduisait, ça passait de 6 semaines, 4 semaines, 2 semaines. Et vu que ça marchait plus, ben là, on arrêtait, on passait à autre chose ou on opérait. Parce que moi, j'ai été opérée, une dizaine de fois en tout. Donc et à la fin, ben j'ai fait les derniers, là, l'Entyvio, parce que moi j'étais en mode cobaye. Le Rémi-4, je l'ai fait, il n'est pas, enfin, j'étais en mode cobaye, il le testait, donc et je suis passée aussi pour mes opérations. J'ai eu, avant d'avoir ma stomie définitive, j'en ai eu 2. En 2011, j'ai eu ma première stomie temporaire, iléostomie, donc c'était côté iléon à droite. Là, en fait, on n'avait pas du tout préparé et ça s'est très très mal passé. Puis à l'époque, en 2011, on n'avait pas les appareillages qu'on a maintenant, donc j'étais pas du tout suivie et à l'époque, pour moi, c'était la punition. T'as ça parce que t'as pas fait attention, parce que c'est de ta faute, donc voilà. Ça, je l'ai eu pendant 6 mois et c'était la catastrophe, des fuites, des brûlures partout. Et est-ce que tu peux expliquer un peu en quoi consiste l'iléostomie? L'iléostomie temporaire, c'était pour mettre au repos mes intestins. Donc on m'avait coupé un morceau d'intestin et on l'avait relié à l'extérieur. Et en fait, la poche, donc j'avais un petit bout d'intestin qui sortait par le ventre. C'est par là que sortaient les selles. Et puis donc je colle une poche pour pouvoir recueillir les selles que je change tous les jours, faire les soins moi-même. À l'époque, pour la première, je ne pouvais pas faire mes soins. C'était pour moi, dès que je voyais, je commençais à avoir la tête qui tournait. C'était très très dur, psychologiquement, physiquement. Donc c'était pour faire reposer l'intestin pour qu'il récupère tout seul, qu'il cicatrise. Ce qui a fonctionné puisqu'on m'a remise en continuité. Ça veut dire qu'on a relié donc le bout d'intestin et on a enlevé la poche. Donc là, ça a été donc retraitement par la suite. Et ensuite, pendant plusieurs années, traitement. Et en 2016, là, on avait arrêté les traitements parce que je supportais pas. J'étais sous Humira à cette époque-là. Et la dénutrition, la première. Donc là, ça a été assez impressionnant. Je suis descendue à 30 kilos. Mais j'étais toujours dans ce déni, en fait. J'étais là, mais non, ça va passer, ça va aller mieux. Et arrivé à Bordeaux, il m'a dit, bon, là, si tu retournes chez toi, c'est fini, quoi. Donc, on va tout faire pour te requinquer. Donc, j'ai découvert la sonde nasogastrique, donc la sonde dans le nez. Gros traumatisme. Voilà. Je comprends. Moi aussi, c'est vrai que je l'ai eu aussi quand j'étais diagnostiquée parce que pareil, j'étais en dénutrition. Et c'est vrai que ça a été un peu un traumatisme pour moi aussi. Aujourd'hui, quand on en parle, en fait, récemment, là, j'ai appris que finalement, le traitement que je prenais, donc moi, j'étais sous Humira pendant quelques années, qui n'a pas fonctionné, donc là, je suis passée sous Stelara. Et en fait, il fonctionne pas des masses non plus, donc là, on m'a reparlé récemment de potentiellement sonde, etc. Et là, je dis, il faut trouver une solution avant la sonde. Parce qu'en fait, du coup, la sonde nasogastrique, j'explique toujours, hein, parce que c'est vrai que pour les gens qui connaissent pas du tout, c'est une sonde, en fait, qui passe par le nez, qui traverse jusque la gorge et qui, au final, va jusqu'à l'intestin et nous nourrit, en fait, directement, par un tuyau, en fait. La peau se fait sans anesthésie, donc c'est assez rude, oui. Mais elle m'a vraiment sauvé la vie parce que je l'ai eu pendant 4-5 mois, mais je ne pouvais pas manger. J'ai essayé, un yaourt, mais c'était même pas la peine. Il y a même une fois où le ventre supportait pas. Il y a même une fois où je me suis retrouvée toute seule aux toilettes. Donc, et là, vomissement et la sonde qui est ressortie par la bouche. Et là, je me suis retrouvée bloquée. Heureusement que j'ai ma mère qui était pas très loin, donc qui avait appelé l'infirmière parce que j'étais à la maison. Et là, ça a été encore pire, donc obligée de retourner à l'hôpital. Et là, c'était la bataille pour. Je suis restée 2 mois en tout à l'hôpital pour essayer de reprendre un peu de poids. Je ne pouvais plus marcher parce que plus de force. J'avais des plaques. Ils n'ont jamais trouvé ce que c'était aux jambes. Ça m'a laissé des cicatrices pas possibles. Et après, c'était la fatigue extrême. Mais ça, après quelques mois, ça
s'est remis. On m'a remis un traitement, donc je crois que c'était l'antivio à ce moment-là, qui a très bien marché. Enfin, on pensait que ça marchait très bien. On m'a enlevé la sonde et ça a duré 1 an quasi normal, où là j'ai repris du poids à une vitesse grande V. Je mangeais parce que j'adore manger, mais bon, j'ai remarqué que beaucoup de personnes ayant une Mickey adorent manger. Donc là, je mangeais, j'ai repris mes 10 kilos en quelques mois. Et en fait, à un moment, les douleurs reviennent et ils se sont aperçus que le traitement marchait pas et c'était la sonde, en fait, nasogastrique qui avait cicatrisé tout l'intestin et qui avait permis à ce que je me remette, en fait. Donc là, on était reparti sur un autre traitement et je crois que c'était le Stellara, il me semble. 2018, et la restomie temporaire. Donc l'iléostomie qui revient. Et là, donc je me suis dit mais c'est pas possible. En plus j'étais avec un nouveau compagnon. Je me suis dit mais c'est pas vrai. Ça faisait 1 an qu'on était ensemble, même si on se connaissait. Il savait que j'étais malade. Il m'avait déjà vu pas très bien avant, mais j'étais c'est pas possible. Je vais remaigrir encore. Puis je me revoyais avec ma première iléostomie qui s'était très très mal passée. Sauf que là j'ai eu un suivi extra, quoi, des nouveaux appareillages. Donc j'ai compris comment ça marchait. Tant qu'on n'avait pas trouvé le bon appareillage, c'est sûr que c'était un peu compliqué. Et là en fait c'était je revis, quoi. Donc j'étais encore dénutrie à ce moment-là, donc j'étais à 35 kilos et en 2 mois j'ai pris 15 kilos. Je refaisais à manger, je mangeais tout le temps. Je sentais la force. Enfin j'étais très forte. J'étais putain je suis en forme donc c'était vraiment. Je voulais plus l'enlever, j'ai dit: «Ah mais non, là je veux pas l'enlever» et puis on m'avait voilà, laissé-la moi et pendant 6 mois, c'était ça, mais on m'avait dit: «Bon, on veut quand même essayer le dernier traitement qui est sorti», et j'ai dit: «Non mais» j'ai dit: «C'est pas possible de la garder». Il fait: «Non, c'est une stomie temporaire, donc on peut pas, on n'a pas fait l'opération qu'il faut, mais on va tenter ce dernier traitement, on va te l'enlever et la stomie, mais je te préviens, si le traitement ne marche pas, le Crohn, il va revenir encore plus méchant qu'avant, quoi, et on va le savoir assez vite, quoi». Moi, j'ai appris après à bien m'écouter, à écouter les signes. Faut écouter son corps aussi. Et en moins de 3 mois, les premières douleurs arrivent. Donc là, ni 1 ni 2, j'ai appelé mes gastros. J'ai dit bon là, je crois qu'il y a un souci. Bon, on va attendre encore un peu. Et en fait, moi, je suis une pro des abcès, donc là, j'avais un énorme abcès un intestin qui se voyait même à l'extérieur, ça faisait une énorme boule. Et donc, on m'a mis un drain pour pouvoir tout drainer. Et je dis non, mais là, la stomie, je dis vous me la mettez. Je dis là, je peux plus, donc moi, je veux vivre. J'ai dit ça fait 20 ans que je galère, donc j'ai dit à un moment donné, moi, je travaille plus, donc j'aimerais vivre un minimum, un peu comme tout le monde, quoi. Donc et j'ai insisté, et puis ils m'ont dit oui, on va te faire la stomie définitive, mais ça va être une opération très lourde, donc c'est-à-dire qu'on m'a enlevé le côlon en entier et le rectum. Mais j'étais déterminée. Ça m'a sauvé la vie, et puis ils m'ont dit qu'après, en fait, c'était la meilleure solution puisque les traitements là, je les avais tous faits. Bon, maintenant, il y en a d'autres qui sont sortis, mais alors moi, j'étais tue, je me suis dit: «Mais là, j'ai une stomie, une iléostomie définitive et vous me dites que je n'aurai pas de traitement». J'ai dit: «Comment voulez-vous que le Crohn ne revienne pas à un moment donné?» Il fait: «Non, non», il fait: «Là, il y a pas de raison, pas de traitement et puis si un jour tu as besoin d'un traitement, on te le fera, mais là, il y a pas de raison pour qu'il revienne». Et en effet, jusqu'à maintenant, donc ça va faire bientôt 2 ans, parce que c'était en juillet 2019. Le Crohn est en veille, pas de traitement. Après, moi, je m'attendais à ce que ce soit un peu comme l'estomie temporaire où je reprends très vite du poids. Mais vu que je n'avais plus le côlon qui assimilait quand même un peu, là, j'ai mis 1 an à reprendre 3 kilos. Donc ça a été en mangeant beaucoup. Et surtout qu'avec l'iléostomie définitive, il faut que je boive beaucoup, 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 parce que je dois saler mes aliments énormément, parce qu'en fait, c'est le côlon qui retenait l'eau et le sel. Et le sel me permet de mieux assimiler les aliments et l'eau aussi. Donc là, je suis à 4 litres par jour pour pouvoir bien assimiler. Mais c'est vrai que je galère à reprendre du poids. Et actuellement, comme j'ai des soucis, je pense qu'au début, j'ai pas assez bu et ça a engendré. Donc j'avais déjà des calculs rénaux liés au Crohn et aux inflammations, parce qu'apparemment les Mickey sont des pros pour faire des calculs. Et mon rein s'est dilaté en fait. D'où cette soif que j'avais tout le temps. Donc là, j'ai remarqué qu'en fait, avec la stomie, on perdait du poids à une vitesse grande V aussi. Donc là, ça a été là actuellement, j'ai perdu beaucoup de poids, mais bon, là vu la situation sanitaire, c'était un peu difficile de se faire suivre et de se faire entendre. Donc j'ai pris les devants, j'ai vu une nutritionniste il y a une semaine et qui m'a bien expliqué avec ta stomie, il faut que tu manges
faut pas manger beaucoup plus, il faut que tu fractionnes tes repas. Donc tu manges toutes les 2 heures, tu fais un programme d'enrichissement, donc je rajoute la crème, enfin du gras, du gras, du gras. Là, ça va beaucoup mieux. Déjà, je reprends des forces, pas le poids pour l'instant, le temps que le corps se réhabitue. Niveau boisson, ça y est, je suis habituée à boire 4 voire 5 litres par jour et bien m'alimenter parce que c'est vrai que le suivi a pas été. On m'a expliqué vite fait en fait le jour de l'opération, ben vous mangez de tout, un peu tout le temps. Sauf que là, j'y arrivais plus. Je me disais mais le sel, ça va engendrer des calculs. Je savais plus du tout. Mais maintenant, j'ai bien compris comment ça fonctionnait. C'est vrai que l'alimentation, ça a toujours été pour moi le gros point d'interrogation. J'ai été suivie par 4 gastro-entérologues en tout depuis le tout début de mon diagnostic. Chaque spécialiste avait un discours différent au niveau de l'alimentation. Donc, certains me disaient oui, vous pouvez manger ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, il faut pas vous restreindre. D'autres qui me disaient ah non, il faut faire attention à l'alimentation, c'est très important, il faut faire des régimes sans résidus, il faut éviter tels aliments, tels aliments, tels aliments. Quand vous êtes en crise, il faut faire ça. Et puis, à chaque fois, c'était des discours totalement différents. Et c'est vrai que moi, du coup, je suis aussi une très grande gourmande. C'est vrai que moi, en fait, j'ai eu beaucoup de mal quand j'étais sous sonde, par exemple, où je pouvais pas manger. Je pouvais manger que, en fait, du bouillon et une biscotte le matin. J'avais pas forcément la sensation de faim, mais en fait, étant gourmande, j'avais envie de manger. En fait, juste le plaisir d'avoir de manger quelque chose. Et, je me souviens à l'époque, avec mon copain à l'époque, lui mangeait normalement. Enfin, il essayait quand même de s'adapter pour pas trop me faire mal au cœur, du coup. Mais c'est vrai que des fois, je me retrouvais avec mon petit bouillon devant lui alors que lui mangeait des pâtes et d'un seul coup, je me mettais à pleurer en disant mais moi aussi, je veux manger. Et en fait, une fois que j'avais plus la sonde, certains médecins me disaient bon, forcément, j'ai dû après plusieurs mois avec la sonde, il a fallu réintégrer les aliments tout doucement. J'ai pas mangé un burger directement, hein, ça c'est sûr. Mais encore aujourd'hui, même après 5 ans, je sais pas vraiment quelle alimentation je dois adopter pour cette pathologie-là, en fait, je sais qu'il y a des aliments que je vais plus manger parce que je les supporte plus forcément et que je sais que quand je vais les manger, je vais pas être bien. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'il faut proscrire complètement ou d'autres choses qui sont bien ou pendant les crises? Enfin, tout ça, c'est vrai que c'est encore compliqué pour moi et au final, j'ai pas vraiment de réponse à tout ça, donc c'est pas évident. C'est vrai que c'est le plus compliqué, ouais, dans cette maladie. Après, moi, ce qu'on m'a conseillé tout le temps, c'est de tester. On m'a dit, il faut tester. Si tu vois que ça passe ou ça passe pas, si ça passe pas, t'arrêtes. Si ça passe, tu continues. Après, toujours à pas des doses énormes. Bon, là, actuellement, on m'a dit toujours un petit peu de féculents, un petit peu de légumes, et un petit peu de viande ou de poisson. Et ça, il y a des aliments. Là, en ce moment, moi, c'est les œufs. Là, les œufs avec la stomie, ça passe pas du tout. Ça fait que du liquide tout le temps. Mais on m'a dit, il faut tester. Il fait le seul truc, c'est de tester. C'est vrai qu'il n'y a pas de régime typique Crohn, parce que moi je vois des fois les sans gluten, les machins, les trucs, et des fois je vois des plats, je dis ah, mais jamais j'aurais pu manger ça quand j'étais en crise, quoi. C'est avec des noix, des légumes, j'étais là, non, mais je me dis mais comment elles font les filles pour ou du fromage fondu, les raclettes. J'étais oh là là, moi les raclettes c'était la grosse cata. Alors j'adore ça. Les trucs épicés, n'en parlons pas, mais il faut tester. On m'a dit tu testes petit à petit, tu notes ce qui passe. Après moi franchement, après avoir vu une nutritionniste, elle m'a confirmé, fait les gastro, ils y connaissent pas trop quoi en alimentation, donc le mieux c'est de voir une nutritionniste, diététicienne pour savoir. Alors moi au début j'étais nutritionniste, je vais quand même pas aller voir une nutritionniste diététicienne, je dis c'est pour maigrir, j'avais une image, puis même quand je l'ai vue en rendez-vous, je me suis dit je dois être la seule à vouloir grossir. Elle fait non, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que ça aide beaucoup quoi, ça redonne confiance parce qu'au bout d'un moment on est complètement perdu et on a peur, moi j'ai des phobies alimentaires quoi, c'est ça. C'est vrai que pendant les périodes, moi en ce moment particulièrement, par exemple, j'ai des douleurs et du coup, je sais pas ce que je peux manger, et j'ose pas en fait, j'ose même pas tester. Et des fois, je me dis ouais, mais si je mange ça, peut-être que je vais le subir toute la soirée. Et c'est vrai que j'ose pas trop. Après, c'est vrai que au quotidien, en général, je mange à peu près de tout, je suis pas trop gênée. Mais c'est vrai que pendant les périodes de crise, moi j'ai tendance à plutôt du coup faire du sans résidu parce que c'est ce qu'on m'a conseillé le plus. Ça évite les diarrhées et puis ça évite les douleurs. Donc le sans résidu, c'est éviter les légumes et les fruits. Et ça c'est vraiment ce que je fais pendant les périodes de grosses douleurs et de crise en fait. Mais c'est vrai que moi je conseillerais aussi à toutes les personnes qui sont diagnostiquées d'aller voir aussi un nutritionniste
pour en fait faire le point là-dessus, parce que c'est vrai que les gastro-entérologues le précisent pas forcément, et eux sont pas forcément non plus. Enfin, Non, ils sont pas c'est formés ça, ils sont pas formés dedans, forcément quoi. C'est pour pas. ça. Donc je pense que c'est vrai que si je pouvais donner un conseil aux personnes qui sont diagnostiquées, c'est d'essayer de voir un nutritionniste. Moi, j'en vois un bientôt, là, le 29 ou le 28. Donc on verra ce que ça donne. Moi, je pense que ça devrait bien t'aider. Ouais. Moi, franchement, j'ai pas été déçue. Bon, c'est vrai que j'ai bien demandé si elle connaissait bien la maladie de Crohn et l'iléostomie aussi, puisque moi, c'est assez spécial. Elle m'a dit oui, oui, c'est bon, vous inquiétez pas. C'est vrai qu'on va pas arriver chez un nutritionniste qui n'y connaît rien. Après, c'est sûr qu'en période de crise, oui, c'est toujours le sans résidu qu'il faut faire, oui, pour éviter, ouais, les crises ou les allers-retours aux toilettes. Ouais. J'ai l'impression que le côté psychologique, je pense pour toutes les personnes qui sont malades, hein, souvent c'est le cas, qu'il y a eu un gros côté psychologique chez toi avec un peu du déni, parfois un peu de honte presque, j'ai l'impression aussi. Je sais pas si tu peux nous parler un peu de ça, de l'impact en fait psychologique que la maladie a eu sur toi, surtout que finalement, bah, sur 20 ans, au-delà de la maladie, tu as évolué aussi, je pense, en tant que femme, dans le domaine professionnel, dans ta vie amoureuse. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Bah, c'est vrai qu'au début, bah, c'était assez difficile, surtout que j'étais encore scolarisée. Donc là, ça a été bah, les multiples absences ont fait que au bout d'un moment, tes copines, quand tu reviens au bout de 6 mois d'absence, puis on te croit pas en fait, ça se voit pas, donc d'être fatiguée, donc t'es fainéante. Après mon gastro m'avait prévenu d'entrée, m'a dit c'est une maladie surtout difficile parce qu'il y a que toi qui va comprendre ce que tu vis, même ta propre famille comprendront pas, même si j'étais très soutenue par ma famille. Mais c'est vrai que le fait de dormir beaucoup, de se réveiller tard le matin, donc oui, faut bouger parce que sinon tu seras encore plus fatiguée. Mais en fait, on n'a plus de force, quoi. Et donc moi, j'avais quitté le milieu scolaire parce que quand je revenais, il y avait des interros, j'avais pas eu les cours, donc on me mettait des zéros. Donc ça, c'était un peu l'incompréhension totale. Donc après, j'ai voulu travailler, donc ça a été assez compliqué puisque les patrons, pareil, les arrêts à répétition, ça leur plaît pas. Comme ça se voit pas, t'es debout, t'es bien. Donc plus l'isolement, l'incompréhension des autres qui était très très dur et la confiance en soi qui descend en disant c'est de ta faute, si t'es comme ça, fais attention, même si je faisais quand même attention. Puis à l'époque, j'avais une relation assez compliquée, ça m'a pas aidé pour avoir confiance. Une fois que je suis partie de cette relation, que j'en suis sortie, c'est là que le Crohn est parti en sucette, donc c'était en 2016. C'est là où je me suis rendu vraiment compte que, oui, j'étais malade, oui, je pouvais pas être comme tout le monde, mais je me suis battue. Et c'est là que tu te rends compte de petit bonheur de la vie. Tu profites de chaque instant. Tu batailles plus pour les petits trucs. Tu te bats, quoi. Tu deviens de plus en plus forte. La confiance revient petit à petit. Bon, aujourd'hui, elle est pas à 100%, mais elle revient. Puis tu fais ce que t'aimes, quoi. Tu batailles plus. Bon, aujourd'hui, je travaille plus. Et du coup, est-ce que t'es reconnue comme handicapée? Je suis reconnue, oui, ouais, j'ai la hache, j'ai galéré pour l'avoir. Là, je l'ai depuis, on va dire 10 ans. Ouais, 10 ans. Mais il faut batailler parce qu'ils peuvent te l'enlever. Une fois, j'avais travaillé 2-3 mois sur une année, 2-3 mois cumulés en tout, parce que je suis fleuriste de formation. Et vu que j'avais travaillé un tout petit peu, ils m'avaient enlevé toute mon AH. Donc tu te retrouves toute seule, tu dépends des gens, et ça, psychologiquement, dépendre des gens, c'est très très dur. Moi, j'ai beaucoup de mal de demander de l'aide. Dès que ça va un tout petit peu mieux, j'essaie de faire des choses et pouf, au moins de 5 minutes, je suis très fatiguée. Donc j'avais du mal à me poser, à dire non, il faut attendre, il faut être patiente, quoi. Donc c'est vrai qu'on apprend à être forte, patiente et rester positive. Moi, dans ma tête, à chaque fois, je me dis, ok, ça va pas, mais ça va aller mieux. À un moment donné, ça va aller mieux. Donc il faut continuer. C'est un pas après l'autre, et on voit que le corps récupère très vite. Bah, on dit souvent que l'intestin, le système digestif, etc., c'est un peu le deuxième cerveau, et que souvent quand le moral va, ça va aussi plus au niveau physique. Moi, je le vois beaucoup, hein, quand j'ai mal ou que je suis pas bien, souvent le moral il est au plus bas aussi, et forcément ça n'aide pas. Mais quand le moral remonte et qu'on reprend confiance, je trouve que c'est hyper important aussi, justement, déjà d'être bien suivi, d'avoir un bon suivi au niveau du personnel médical, des spécialistes. Moi, j'ai toujours eu de la chance d'avoir été très bien suivie, d'être diagnostiquée très rapidement, d'avoir toujours été prise au sérieux, que ça soit dans tous les corps de métier, hein, parce que du coup, il y a le gastro-entérologue, le médecin traitant, on se rend pas compte, mais
pense que c'est important en fait d'être bien suivi par rapport à ça. Même ma gynéco, bon parce que moi j'ai d'autres choses à côté du coup qui n'ont pas forcément à voir avec ça, mais du coup elle sait que j'ai la maladie de Crohn, elle m'en parle. Enfin voilà, pour ça franchement, je trouve que c'est très important et c'est aussi comme tu dis parfois les gens autour de nous comprennent pas. Donc moi j'essaye d'expliquer en fait parce que souvent on se dit bon la maladie de Crohn, OK, t'as mal au ventre et puis tu t'as la diarrhée, bon OK, tu vas aller aux toilettes plus que les autres et puis quoi. Bah non, en fait la maladie de Crohn c'est une maladie chronique. C'est une maladie qui fatigue énormément, qui donne des effets secondaires parfois très embêtants, comme tu disais les problèmes au niveau des articulations qui parfois nous empêchent juste de nous lever le matin de notre lit. Les gens tout ça ils se rendent pas compte et du coup c'est vrai quand on est à l'école ou même au travail et qu'on dit désolé je pourrais pas venir aujourd'hui. On nous dit: «Vous avez rechochote, bouge-toi un peu», pour expliquer au niveau fatigue, moi, il y a des périodes, même le verre d'eau, pour moi, c'était hyper lourd à porter, en fait. Ou s'habiller, ou même se laver, c'était la mission, se laver, toute seule, c'était vraiment une mission, énorme. Et c'est vrai que nous, c'est des petites victoires quand on y arrive, mais c'est vrai que rien que le fait de s'habiller ou ouais, c'est une énorme fatigue. C'est vrai que les gens, ça, ils ont du mal à comprendre. Et là, tu parles de ton suivi, c'est que moi aussi, je suis très bien suivie depuis le début. J'ai 2 gastros, donc celui qui me suit, pas loin de chez moi, et le professeur de Bordeaux, qui lui m'avait dit par rapport au moral, il m'a dit: «De toute façon, il faut que tu y crois». Il fait: «Si tu y crois pas», il fait le mental, il fait 50% du boulot. Il fait: «Si tu crois pas, tu vas pas avancer». Donc et le stress, essayer de gérer le stress, c'est vrai que parce que ça augmente les crises, ouais, il faut surtout s'écouter. Et pareil, moi j'ai d'autres soucis, comme l'endométriose qu'on m'a, en fait, trouvé l'année dernière, là en 2020, pendant le parce que pendant le confinement, je sentais qu'il y avait une douleur, mais je me suis dit: «Ah, c'est pas le Crohn». J'ai dit: «C'est complètement différent». Mais on me disait: «Non, non, c'est rien». J'ai dit: «Non», j'ai dit: Il y a un problème». J'ai dit moi, j'ai dit: «Je sais qu'il y a un souci». Donc j'ai vu une gynéco, après 2 parce que ça s'est très, très mal passé. On m'a dit: «Oui, c'est peut-être, l'endométriose», mais elle fait: «On pense pas, reprenez la pilule». Je dis: «Ah bon?» Je dis: «Non, mais je dis: «Je sais qu'il y a quelque chose. Moi, je peux pas rester après mon parcours, moi, je veux pas que ça empire, attendre le dernier moment et me». Surtout que maintenant finalement avec tout ce que tu as vécu, tu connais ton corps, tu sais quand il y a un problème, tu le Ouais, voilà. ressens tout de suite maintenant. Et puis j'ai appris vraiment devant les médecins, même ceux qui me connaissent pas, je leur explique. Et puis c'est vrai que mon parcours, mon dossier aide à ce qu'on me prenne un peu plus au sérieux. Bon, ça arrive pas tout le temps, hein, parce que les médecins maintenant ils voient le dossier: «Ah non, mais moi je vous touche pas». Donc ça, ils prennent peur. Donc OK, bon, c'est sûr psychologiquement, de revivre des rejets comme ça, c'est dur, mais bon, faut avancer. Donc hop, je prends un autre rendez-vous avec un autre, et puis au final, j'avais raison. Donc on a trouvé ça en septembre. Bon, aujourd'hui, c'est à peu près maîtrisé, mais c'est vrai que le moindre signe, j'attends un peu quand même, pour me dire: «Bon, c'est pas on va c'est peut-être le stress ou machin», mais quand la douleur augmente, non, là, je me dirige vers le médecin traitant en premier, puis après, et maintenant ceux qui me suivent font très attention. Même mon ophtalmo, il sait que le Crohn peut toucher aussi la vision, ou le dentiste. Mmh. Le dentiste aussi font super gaffe, quoi. Donc faut vraiment trouver les bons, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas toujours, Ouais, c'est sûr. C'est pas toujours évident. Surtout quand je vois, moi, je m'estime vachement, chanceuse parce que quand je vois certaines personnes qui sont en errance médicale pendant des années et qui, même une fois suivies, c'est compliqué, quoi. Pour le coup, c'est vrai que, dans tous les cas, si toi, t'as des noms à donner de spécialistes, tu me feras une petite liste si je peux les mettre dans les infos du podcast. Si ça peut aider certaines personnes, ça pourra toujours être bien. Du coup, j'avais une question aussi, toujours d'ordre un peu psychologique finalement, c'est par rapport ton rapport au corps, parce que finalement, du coup, tu perds du poids, tu reprends du poids, tu perds du poids. Bon, du coup, la fatigue, les difficultés pour se déplacer, c'est pas exactement, mais je pense que il me semble que tu vis avec quelqu'un actuellement. Comment tu l'as vécu tout ça? ouais, au début, quand j'étais célibataire, c'était assez difficile de se voir dans le miroir. Même en ce moment, j'ai un peu plus de mal parce que c'est vrai que je suis très maigre en ce moment. De se revoir comme ça, c'est assez difficile. Mais je sais, dans ma tête, je sais que ça va passer et que je vais reprendre. Parce que je suis déjà passée par ces périodes-là, mais les premières fois ont été très très difficiles, et on est même surpris de se voir comme ça. Après les cicatrices, moi, ça m'a jamais
poser de problème parce que là, j'ai vraiment une grande cicatrice. On m'a fait des laparotomies, donc c'est qu'on m'ouvre le ventre. J'ai une cicatrice qui doit faire 30 centimètres au milieu du ventre, quoi. Mais bon, ça m'a jamais. Moi, je me dis, ben voilà, t'as survécu à ça, donc ça me donne plus de force en fait. Mais c'est vrai que c'est là depuis que je suis avec mon compagnon, c'est lui qui m'a aussi donné plus confiance en moi, à m'accepter. J'ai toujours aimé m'habiller, être un peu stylée. J'ai toujours eu mon look à moi. Mais depuis que j'ai ma poche, j'ai osé d'autres vêtements parce qu'il y a des jeans, je pouvais plus en mettre trop, donc il fallait que je teste d'autres vêtements. Et là, je me suis retrouvée. Même je conseille, moi, mon but c'est de conseiller les gens sur comment s'habiller, comment redonner confiance en soi. Et ok, on a une poche, ok, on peut avoir des cicatrices, mais et alors ça montre notre parcours, ça montre qu'on est forte, qu'on a survécu. Et c'est vrai que moi, ma poche, elle m'a libérée sur ça, quoi. L'été, je vais en maillot de pièces ou pas, et je me balade, je fais le tour du lac. Parce que moi, j'habite pas très loin d'Hossegor. Alors Hossegor, c'est le coin où tout le monde se montre, tout le monde est beau, tout le monde est top modèle. Mais moi, j'arrive, hop, avec mon maillot, mon pantalon, hop, moi, je m'en fous, je monte ma poche. Les gens, bon, je vois le regard des gens qui peuvent être insistants ou quoi, mais je m'en fous puisque j'ai le sourire. Et du coup, est-ce que tu dirais que t'es fière de te montrer, on va dire, d'assumer, d'avoir des cicatrices, mais d'assumer complètement et... Oui, c'est ça. Parce que là, on est dans une mode où il faut être parfait, il faut être machin, il faut être truc. Non, moi, je veux montrer que, ok, je suis jeune, je suis handicapée, ben, ça se voit pas sous les fringues, moi, je vais le montrer. Je vais le montrer, et puis même, c'est moi, j'ai envie d'être comme ça, je vais pas me cacher parce que ça gêne les autres, quoi. Non, faut pas se cacher. Enfin, moi, après, je sais que c'est difficile, hein, mais maintenant, moi, c'est la libération. Il faut montrer notre différence et puis montrer que, oui, tout le monde n'est pas parfait, et puis ça n'empêche pas d'être heureux, d'avoir le smile, et puis voilà, quoi. Et justement, tout à l'heure, tu disais que du coup, t'aimais bien conseiller aussi les gens maintenant pour voilà, pour savoir comment s'habiller justement quand avec une stomie ou ce genre de choses. Et c'est vrai que tu partages beaucoup ta maladie sur les réseaux sociaux. Bah, pourquoi pour toi c'est important en fait d'ouvrir la parole sur la maladie, sur tout ce qui va avec, en fait, même justement ce que j'aime bien aussi, c'est le côté absolument pas tabou chez toi où tu vas vraiment parler de tout. Avec une maladie qui est pas forcément très sexy. Et aucune maladie n'est sexy, mais c'est vrai que la poche, tout ça, parfois, ça fait peur et ça, certaines personnes peuvent être dégoûtées par ça. Hein. Juste l'idée d'en parler. Enfin, moi, c'est vrai que quand on m'en parlait les premières fois, parce que forcément, quand j'ai été diagnostiquée, on m'a parlé de tout ça. On m'a dit la poche, etc., etc. J'ai eu peur. Je me suis dit non, non, non. Si j'ai une poche, moi, ma vie est finie. Enfin, maintenant, avec le recul, avec les années, avec aussi du coup le fait d'être informé, de voir des gens aussi qui ont des poches, ça me fait plus peur. Forcément, j'en ai pas. Donc heureusement, je touche du bois et j'espère ne pas en avoir. Mais je sais maintenant que c'est pas une fatalité. Au contraire, c'est même tout le contraire. Ça sauve des vies. Et pourquoi, pour toi, c'est important d'en parler? Et qu'est-ce qui t'a amené en fait à te dire allez, je vais en parler sur les réseaux sociaux et je vais montrer en fait. Moi déjà, quand j'ai eu le Crohn, quand on m'a diagnostiqué, il y avait pas déjà ces réseaux sociaux, donc moi j'étais, je savais pas, enfin je savais pas du tout où j'allais. Et là donc il y a 2-3 ans, enfin 3 ans, donc je vois Instagram et puis je commence à taper le hashtag Crohn, hashtag Mickey. Et là je découvre des personnes avec le Crohn, des personnes avec des poches, et puis je vois leur détresse ou leur besoin de s'exprimer, et je me dis mais là j'ai eu le déclic, je me suis dit ce qui m'a fait le déclic, c'est le compte de Kangourou Girl. C'est le premier compte c'est quand elle a créé son compte, je suis tombée dessus par hasard et je trouvais ça génial. Je me suis dit mais putain, il y a quelque chose à faire là, et je me suis dit bon, ben, je vais créer mon compte parce que j'avais envie d'aider, de partager mon parcours, parce que je voyais que moi mon parcours de 20 ans, j'en retrouvais pas trop sur Instagram, parce que quand je l'ai créé, j'avais pas ma stomie définitive. Je venais de sortir de ma stomie temporaire en fait. Et je me suis dit, il faut que je montre qu'on peut s'en sortir, en fait, qu'il y a une vie possible. Et donc, avec la stomie, quand je vois les personnes qui ont du mal ou qui se cachent ou qui sortent même pas de chez elles ou qui font pas leurs soins, ce que je peux comprendre, hein, parce que moi, je suis passée par plusieurs étapes aussi pour accepter. Et je me suis dit, ben moi, voilà, j'ai toujours aimé, je voulais être styliste à la base. Je me suis dit, ben, je peux plus travailler. J'ai dit, pourquoi pas aider les gens, montrer
ce que j'arrive à faire ou mes idées ou à essayer de partager. Donc là, pour l'instant, je fais plus trop c'était le hashtag Jolie en stomie, mais ça, c'est une autre copine Instagram qui avait créé ce hashtag. Moi, mon objectif, ce que j'aimerais plus tard comme projet, c'est peut-être faire une asso et puis mêler la mode et les stomies pour montrer que oui, ben, on a une poche, ben, on peut être quand même sexy, jolie, avec ça, quoi. Donc et reprendre confiance, c'est pas parce qu'on a un appareillage qu'on est un «monstre» entre guillemets, qu'on doit se cacher. J'ai plein d'idées, j'ai des idées qui fourmillent de partout, donc essayer de monter une asso, bientôt, ça j'aimerais beaucoup pour pouvoir aider, partager, redonner confiance aux gens, quoi. Ça serait top. Est-ce que pour toi, c'est aussi un peu une forme d'exutoire aussi, de pouvoir parler un peu de ton parcours, enfin, du coup, maintenant, tu parles aussi du fait que tu as été diagnostiquée de l'endométriose. Est-ce que toi, ça te fait du bien aussi, justement, de partager tout ça avec une communauté, finalement, qui n'est pas forcément toujours malade elle-même, mais qui... C'est ça, il y a des personnes malades, des personnes atteintes d'autres pathologies, des soignants, des personnes qui connaissent des gens qui ont de la maladie de Crohn ou autre. Moi, ça m'aide beaucoup, c'est pour ça que je partage. Des fois, j'ai envie de faire des petites pauses parce que de voir les problèmes des copines, des copains surtout en ce moment avec ce qui se passe, c'est le suivi. Quand je vois le suivi de certaines, c'est moi, ça me fait enrager, quoi. Et puis j'ai envie d'aider, de rebooster. Alors, j'essaie quand je peux, faire des petites stories juste pour leur remonter le moral ou essayer de les faire rigoler et même eux me le rendent, quoi. Parce que dès que je suis à l'hôpital ou avant une opération, on fait une petite story et puis au retour du bloc, on voit plein de messages et ça nous rebooste. Et ces personnes-là nous comprennent, ils vivent les mêmes choses. On dit que les réseaux, faut faire attention, que c'est nul, mais il faut savoir bien s'entourer, il faut faire le tri, malheureusement. Mais il y a de belles personnes et ça vaut le coup. Moi, je trouve que c'est quand même vraiment bien que ce soit pour la maladie de Crohn ou un tel d'autres pathologies, vraiment d'ouvrir la parole là-dessus, parce que moi, je sais que ça m'a vraiment aidé de pouvoir suivre des personnes qui étaient touchées par la maladie, de suivre des parcours, parce qu'en fait, finalement, quand on est malade, la première chose qu'on fait, enfin surtout moi du coup, parce que ça fait que 5 ans, donc la première chose que j'ai fait, c'est taper maladie de Crohn sur Google. Et finalement, c'est pas bien parce que du coup, on voit tout et n'importe quoi. Et puis finalement, la maladie de Crohn, chaque personne la vit complètement différemment. Ça touche pas toujours les mêmes parties du système digestif. C'est plus ou moins grave. Et du coup, c'est vrai que c'est plus facile en fait de discuter avec des gens qui sont malades ou de découvrir leur vie, parce qu'en fait, on peut plus ou moins s'identifier à eux, poser des questions, et c'est toujours plus intéressant d'avoir ce dialogue-là directement. Et du coup, je trouve ça bien qu'on en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux. S'il y avait eu ça quand j'avais 16 ans, je pense que ça m'aurait beaucoup aidé aussi en me disant je suis pas toute seule. Il y a d'autres personnes qui arrivent à vivre avec et du coup, moi, je sais que ça m'aurait beaucoup aidé. Aujourd'hui, si une personne qui était en cours de diagnostic ou qui venait juste d'être diagnostiquée te demandait des conseils, qu'est-ce que tu dirais? Ben, je lui dirais de bien suivre ses traitements, d'essayer, de pas trop avoir peur des conséquences. C'est vrai que faut penser sur le moment présent, enfin, se battre, garder surtout le moral et rester positif parce que ça va passer et à un moment donné, on va trouver le bon traitement. Il y aura des périodes très difficiles, mais il faut garder espoir, mais c'est surtout rester positif, et se dire ça va aller, il y a un moment donné, ça ira mieux et faut avancer, bien écouter ses médecins, surtout bien s'exprimer auprès des médecins. Si on voit qu'ils nous écoutent pas, ben insister, bien préparer ses entretiens pour le jour J, paf, sur la table. Mais moi j'ai ça. Et c'est sûr, le médecin, ça peut faire peur. Oui, ben il sait tout. Non, mais si on n'a pas confiance, si on voit qu'il nous écoute pas, ben ne pas hésiter à changer si on peut. Poser toutes les questions, même si c'est le caca, si c'est le machin, si c'est, on s'en fout. C'est le plus important, c'est vous et surtout s'écouter, quoi. Écouter son corps et pas attendre que ça empire. Faut pas avoir honte ou avoir de tabou. C'est vrai que c'est toujours difficile de se retrouver face à un inconnu et devoir lui dire, bah écoutez, en ce moment, je suis à la diarrhée, c'est insupportable. Et le médecin qui va forcément poser des questions, il va dire, bon, c'est quelle couleur? Bah, faut pas avoir peur de tout ça, en fait. Enfin, de toute façon, moi, au bout de 5 ans, maintenant, j'ai plus aucun tabou par rapport à ça. Même avec les gens avec qui je discute, j'ai pas du tout de honte de dire, bah oui, la maladie de Crohn, c'est de la diarrhée, oui, bah,
Ils comprennent mieux. Ils vont se dire: «Ah, elle comprend bien sa maladie, elle arrive à s'exprimer, donc non, faut oser, faut pas avoir peur». Pas hésiter aussi à chercher plusieurs avis si on est dans le doute. C'est pas toujours évident, hein. C'est vrai que je pense aussi beaucoup aux gens qui sont en campagne parfois, qui ont peut-être des difficultés aussi à se déplacer pour aller voir les spécialistes. Mais si vous le pouvez le plus possible, oui, essayez de demander des avis, plusieurs avis si vous n'êtes pas forcément en confiance ou que vous en avez besoin, hein, pour vous rassurer. Enfin, il y a pas de honte et foncez quoi. Si tout ce qui pourra vous rassurer, tout ce qui pourra vous aider, il faut le prendre quoi. Et du coup, ça serait quoi ta devise aujourd'hui? Ah ben profiter, de la vie, profiter de chaque moment, de bien en fait, dès que ça va mieux, ben moi je profite en fait, je bataille plus, je suis plus là à me poser, à me dire: «Beh, tu travailles pas, tu es pas comme les autres, tu as pas une vie». Non, genre, moi je maintenant quand moi mon problème c'était: «Qu'est-ce que tu fais toi dans la vie?» Alors il faut toujours répondre: «Alors je fais tel boulot, je fais tel boulot». Ça pendant des années, ça m'a bloquée parce que je dis: «Ah beh, je fais rien, je suis malade, je me soigne». Moi maintenant je me dis: «Beh, je profite». Bon OK, ça déstabilise les gens, mais non, moi je profite de la vie. Je fais des photos, je peins, moi je suis beaucoup dans l'art, des créations manuelles, voilà, je fais ça, non, vivre, c'est vivre, manger. Voilà, on a développé un mental, on est des guerriers, donc des guerrières et puis, on a évolué. Moi je me dis: «Je suis déjà dans l'évolution avec ma poche, je suis déjà dans et je suis déjà un peu dans le futur». J'ai dit même mon copain me dit: «Bah, dis donc», «C'est bien ta poche, hein, en pleine nature là, tu as plus de problème à aller courir aux toilettes». Je dis: «Oh ben» il fait finalement c'est pratique. Je dis: «Bah oui». Donc c'est voilà, c'est pour rester positif et profiter quoi. C'est ça. Mais moi mon petit slogan c'est, bah déjà quand je parle à mes petits warriors sur Instagram, c'est ma belle bande de warriors parce que c'est vrai que c'est vrai quand on voit des parcours, ils sont vraiment extraordinaires et puis aussi rester positive. Moi c'est mon petit, c'est mon petit slogan aussi, qui va très bien avec les Mickey je pense. Et puis que non, il faut en parler, il faut sensibiliser les gens. Moi, je continue à le faire, j'ai hâte de revenir, en forme avec mes tenues pour, essayer d'égayer un petit peu tout ça et conseiller. Tenir le coup, ça va passer et faut y croire. Du coup, est-ce que tu veux peut-être partager tes réseaux sociaux? Je sais qu'il y a ton compte Instagram, du coup, Cron Anatomy. Je sais pas si tu as d'autres comptes ou peut-être aussi un compte créatrice à nous partager si on veut te retrouver et éventuellement discuter avec toi. Oh ben, mon compte créatrice, c'est le Lily Bull Art. Après, pour parler des Mickey, ben, il y a le compte de Juliette alias Stomy Buzzy, qui maintenant est bien connu. Il y a Kangaroo Girl. Il y a Popeye aussi, Popeye de Crone, qui est une guerrière. Elle est très jeune, mais elle est vraiment extraordinaire. Il y a Maëlys, ouais, Maëlys aussi de Itremar. Donc c'est ces petites peintures là, ou avec donc son compte Crone, c'est avec un Itrema. Hors Crone, pardon, c'est Cocon de Zou, qui aujourd'hui est encore à l'hôpital. Je lui fais des gros bisous parce que elle galère aussi, elle est très courageuse. Il y en a plein d'autres. Il y a Amélie Love, ça s'appelle Love, qui aussi se parle des Mickey. Marion aussi, ça s'appelle Allô Marion, qui est expat en Allemagne aussi, que j'aime beaucoup. Faut aller sur mon compte, vous verrez mes abonnés et je partage souvent et c'est vraiment des personnes extra qui donnent beaucoup de force et puis qui se battent quoi au quotidien. Bah écoute, merci beaucoup. Ben merci à toi. Et puis bon courage. Ben toi aussi également. Ouais. J'espère qu'il y aura que du positif pour toi maintenant. Et je te souhaite aussi bon courage du coup pour ton opération à venir, Ouais. Prochainement. La dernière, on Ouais, espère. on espère, mais ça va aller mieux. Merci beaucoup. Encore merci à toi Julie d'avoir témoigné au micro du podcast Le corps a ses raisons. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la maladie de Crohn et sur les Mickey en règle générale, rendez-vous sur le site de l'association François Aupetit, www.afa.asso.fr. Vous pouvez retrouver Julie sur son compte Crohn's Anatomy. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode qui j'espère pourra être utile pour de nombreuses personnes. N'hésitez pas à me donner votre avis et je vous donne rendez-vous pour une prochaine pathologie.